de parler de la génomique et de son intérêt dans la sélection génétique. Merci. Par avance à vous deux, Isabelle et Virginie. Ouais, donc, on va faire un exposé à deux voix. Je remercie d'abord le REXCAP de m'avoir donné l'opportunité de présenter quelques éléments sur la génomique. Donc, je vais vous faire plutôt un état des lieux un peu général sur, en gros, qu'est-ce que ça change d'avoir de la génomique aujourd'hui. Et puis, Virginie vous fera un petit zoom sur qu'est-ce qu'apporte la génomique dans un cas plus concret des aspects sanitaires. Alors, est-ce que je peux changer les diapos? Pour l'instant, j'y arrive pas, Geneviève. Tu vas passer la main à Isabelle, Geneviève? Alors, j'ai donné la souris à Isabelle. Alors, soit c'est un temps de latence très long. Peut-être avec les flèches de ton ordi. Ouais, j'ai essayé les flèches et la souris. Bon, elle est bien la première page. Pierre, tu as pas la main là alors qu'il est? Ouais, si Pierre, tu peux me l'échanger ou Geneviève peut me l'échanger. Bon, j'ai perdu la main. Donc, Pierre a perdu la main, mais s'il la veut, je peux lui redonner. Non, il faut que ce soit plutôt Isabelle. Hein. Je suis désolée, j'ai essayé la souris et les flèches et ça marchait tout à l'heure sur le test qu'on a fait avec Geneviève avant la réunion. La souris, d'ailleurs, si tu veux avoir la main. La souris, ça marche. C'est bon, on est parti. C'est même parti à fond. C'est pas grave. Donc, pour savoir ce qu'apporte la génomique, je vous ai proposé d'abord de se rappeler ce que c'était que la sélection qu'on appelait classique, donc avant la génomique. Donc, ce qu'on mesurait, c'était des phénotypes. On les mesure toujours aujourd'hui. Donc, un phénotype, ça va être une mesure de kilos de lait, de TB, de TP. Et ce phénotype, en fait, c'est le fruit à la fois des gènes exprimés par notre chèvre, donc son génome, même si on ne sait pas, on ne connaît pas les gènes en tant que tels, on n'avait pas cette info-là, et l'environnement dans lequel elle vivait. Donc, comme je vous dis, on ne connaissait pas ni les gènes ni leur localisation. Par contre, on sait très bien que les caractères qu'on observe sont le produit de gènes, et cette performance, c'est le produit de ces gènes dans un environnement donné. Donc, on avait, en plus des phénotypes, un autre ingrédient. Alors, j'ai du mal quand même à les passer, ces diapos. Surtout que j'ai mis des animations, ce n'était pas une bonne idée. Bon. Donc, on avait des phénotypes et des généalogies, donc les pédigrés de tous nos animaux phénotypés. Et avec ces deux ingrédients et un modèle statistique qu'on appelait BLUP, on pouvait estimer la valeur génétique d'un animal. Donc, comme vous voyez, le génome là, qui est matérialisé en bleu et qui a des contours pas trop ici, là, ils étaient un peu loin du génome réel. Mais ça, c'était normal parce que c'est seulement à partir de phénotypes et de pédigrés qu'on arrivait à faire cette estimation. Donc, l'index n'était pas complètement le reflet de notre génome de notre chèvre. Et ça, on le savait très bien. Donc, on calculait un CD, un coefficient de détermination, qui est un peu comme une valeur de confiance dans lequel, comme à la météo, quoi, un indice de confiance qu'on mettait à notre index, à notre valeur génétique. Donc, on voit que c'était pas complètement parfait, mais il faut bien voir quand même que ça marchait super bien, puisque pendant 15-20 ans, les progrès génétiques qui ont été opérés dans le cadre des schémas de sélection alpine et saline étaient hyper efficaces, avec plus 10 ou plus 12 kilos de lait par an accumulés. Donc, ça marchait. C'était pas parfait, mais ça marchait. Par contre, il y avait des contraintes et des freins, et on va voir que la génomique enlève certains de ces freins. Donc, avec la génomique, qu'est-ce qui change? On reste quand même sur la même base. Nos animaux, ils ont des phénotypes et des généalogies. Par contre, la grande nouveauté, c'est qu'on sait lire le génome. Donc, ce qu'on essayait de prédire tant bien que mal sans l'avoir, sans savoir les gènes et le potentiel génétique de notre animal en tant que tel, on peut prélever, donc Capgene va prélever en élevage des animaux, il prélève au cartilage de l'oreille, et tout ça peut être lu grâce à une puce à SNP, vous entendrez peut-être ce mot plusieurs fois dans la matinée, c'est le petit outil gris, c'est fait à l'Abogena. On sait lire, à partir de ce petit bout d'oreille, une partie du génome de notre animal. Donc, comme dans un livre, on a les différents nucléotides composant l'ADN.
Donc, vous comprenez bien que, vu ce qu'on essayait de faire en sélection classique, on essayait de prédire ce fameux génome seulement à partir de phénotypes et de généalogie. Et aujourd'hui, c'est quand même une révolution avec la génomique. On a directement accès à une partie de lecture du génome. Donc, forcément, on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis. On est toujours obligé d'appliquer un modèle mathématique. Donc, on voit que l'index, le génome est toujours pas parfait, hein, on ne sait toujours pas le prédire de façon complètement parfaite. Par contre, on est beaucoup plus précis. Donc, c'est vraiment ça la révolution. Et du coup, je vais vous décliner maintenant quelles sont les conséquences que ça a. Donc, le premier point favorable qu'il faudrait retenir s'il n'y en avait qu'un, c'est la possibilité d'avoir une estimation fiable de la valeur génétique des animaux après leur naissance. Donc vraiment, ces animaux-là, en sélection classique, on savait très peu, on savait prédire une valeur génétique d'après celle de leurs parents, mais on se trompait beaucoup. Alors qu'avec la génomique, c'est un gain complètement énorme. Et c'est ce que j'essaye de vous illustrer sur le schéma du dessous. Donc je ne sais pas trop si vous voyez ma souris, mais c'est pas grave, on va jouer avec les animations. Donc en fait, dès la naissance, du fait qu'on puisse lire le génome, on sait quel fragment chromosomique un descendant a reçu de ses parents. Donc là, on revient au cours de quatrième. Donc, j'ai matérialisé un père et une mère qui ont une valeur génétique, donc un index de +1 chacun. Donc, chaque père et chaque mère, comme chaque individu, a reçu un fragment de l'ADN venant de son père et de sa mère. Donc, on est tous porteurs d'un double fragment d'ADN, donc matérialisé ici en vert et en gris. En sélection classique, malgré notre modèle statistique assez complexe, on ne savait pas dire mieux que les descendants auront en moyenne la même valeur génétique que leurs parents. Bon, là, quand on avait un index de +1 au père et +1 à la mère, on disait en moyenne, tous les descendants auront une valeur génétique de +1. Ça, on pouvait le faire qu'à partir des pédigrés et des phénotypes. Voilà. Avec la génomique, c'est là où vous verrez, je pense, ça illustre assez bien ce que ça nous apporte, c'est qu'on sait dire, parmi le descendant, le jeune chevreau qui naît à la naissance, que ce soit un mâle ou une femelle, on sait dire s'il a reçu la part verte ou la part noire de la mère ou du père. Et donc, on voit bien, puisqu'on a su aussi estimer quelle valeur génétique avait chaque fragment, donc on a vu que le fragment vert, si on le reçoit, on est plutôt pas très bon en lait, on a -1 si c'est un caractère laitier, et si on reçoit le fragment noir, on a +2. Donc, on voit que dans les descendants, il y a 3 catégories, il y a des individus qui sont à +1, donc là, 50%, comme on l'avait prédit en sélection classique, mais il y a aussi des individus à -2, donc on n'aurait pas eu intérêt qu'on n'a pas intérêt à sélectionner, et des individus à +4. Donc vous voyez bien que là maintenant avec la génomique, quand Capgène va faire son choix ou quand les éleveurs font leur choix d'animaux, ils se trompent moins, puisque on va pas garder d'un niveau à -2 et on va essayer de privilégier à +4. Donc ça c'est vrai pour les mâles et pour les femelles, mais la conséquence elle est surtout avantageuse pour les boucs d'IA du schéma de sélection, parce que c'est sur ces boucs-là qu'on fait une grande sélection, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Pierre. En fait, il y a un génotypage de 450 à 500 boucs d'IA, jeunes boucs d'IA à la naissance, enfin à quelques mois quand ils sont encore quelques mois par an, et ils vont garder 150. Donc, quand on a un génotype 3 fois plus que ce qu'on sélectionne, on peut avoir un grand choix dans les individus qu'on garde, ce qui est moins le cas sur les femelles, puisque les éleveurs, même s'ils génotypaient tout leur renouvellement, ils génotyperaient pas 3 fois plus que leur renouvellement. Ça reviendrait quand même un peu cher. Donc l'avantage d'avoir l'information dès la naissance, c'est que, comme vous l'avez compris, on se trompe moins en choisissant nos animaux. On va essayer de choisir que des animaux à +4. Donc Capgène choisit les meilleurs mâles en se trompant beaucoup moins qu'avant. Et aussi, vu qu'on a un index plus précis plus tôt, puisque dès leur naissance, on a un index relativement précis, alors qu'avant, on était obligé d'attendre d'avoir des filles, donc de faire du testage sur descendance, on réduit l'intervalle de génération. Et vous savez que la génétique, c'est une histoire d'accumulation du progrès. À chaque génération, on améliore les choses. Et donc, si on réduit l'intervalle de génération, on va encore plus vite et on peut progresser plus vite. Donc, la conséquence, c'est que ça permet de faire un progrès génétique plus important. Donc, ça, c'est vraiment positif. Et il y a on peut l'utiliser, donc voilà, c'est comme un moteur. L'alpine et la sirène ont un schéma de sélection qui a un moteur avec une certaine puissance, mais on peut décider d'utiliser cette puissance soit pour aller plus vite, plus fort sur les caractères actuellement en sélection, les caractères laitiers, la morpho et les cellules, ou on peut se dire, la marge de progrès que j'ai, je vais l'utiliser pour faire d'autres caractères.
sélectionner d'autres caractères. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de vous illustrer ici sur le schéma. Donc en abscisse, vous avez les années de sélection, les années. Et donc c'est un schéma complètement théorique. Et en ordonnée, vous avez le progrès génétique. Le progrès génétique total, vous voyez, c'est la barre noire. Donc en sélection classique, il n'était pas négligeable. Le schéma de sélection sur les boucles d'IA, il progressait à la fois sur les caractères laitiers, la morpho et les cellules. Puis on voit qu'avec la génomique, ça nous permet de prendre une pente beaucoup plus forte et que donc on va avoir un progrès génétique supplémentaire. Ça, on a commencé de le calculer, donc c'est encore un peu tôt pour considérer que ces chiffres sont définitifs. Mais en sélection classique, par exemple, je vous l'illustre uniquement sur le lait, et sur les boucles d'IA, on gagnait, le progrès génétique était 10 kg en moyenne par an, à peu près dans les deux races de façon à peu près identique, sur les années 2000-2018. Et on voit qu'avec la génomique, on passe à 14 kg par an. Donc c'est un gain de 30 à 40%. Donc vous voyez bien que la génomique, je ne mens pas, quoi. Quand je dis il y aura plus de progrès génétique, c'est bien le cas, on le mesure déjà dès aujourd'hui. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au choix de Capgene et finalement et des éleveurs de choisir si ce progrès génétique supplémentaire, on le met uniquement sur les caractères en sélection ou sur les nouveaux caractères dont on va parler dans la suite des exposés. Et ça, c'est un choix qu'il faut faire. Malgré tout, on voit qu'il y a une liste de nouveaux caractères qui arrivent pour les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années, qui est assez énorme. Et en tous les cas, malgré tout, on ne pourra pas tout faire, c'est-à-dire aller à fond sur les caractères laitiers et introduire tous les nouveaux caractères. Donc, il va bien falloir faire des choix à un moment donné. Le deuxième point favorable de la génomique que je voulais vous illustrer, c'était la diversification possible des caractères. En fait, sur les caractères peu héritables, c'est-à-dire des caractères type fertilité, alia ou la longévité, où l'environnement joue beaucoup par rapport à la transmission des gènes, proportionnellement à la transmission des gènes, c'était vraiment pas efficace avec la sélection classique. Donc on aurait pu les mettre dans l'objectif de sélection, mais ça aurait été un peu laborieux, on n'aurait pas réussi à faire beaucoup de progrès. Et en fait, sur ces caractères-là, on gagne vraiment beaucoup plus, même proportionnellement avec la génomique. Donc c'est vraiment l'opportunité pour les introduire en sélection où on est sûr qu'on va faire pouvoir progresser la population. Donc ça, c'est un groupe de caractères qui est particulier. Là, je vous parle de caractères qui sont mesurés sur tous les animaux en contrôle de performance, tout comme les caractères laitiers. Et donc, notre population indexée sera, celle qui aura des index, sera la même que la population avec phénotype. Mais le deuxième volet qui est encore plus intéressant avec la génomique, et c'est ce que va vous illustrer Virginie dans la deuxième partie d'exposé, c'est que là, on peut s'affranchir d'avoir à faire les mesures sur l'ensemble de la population du contrôle de perf. On peut choisir de zoomer finalement de faire un investissement sur quelques milliers d'animaux, où on va phénotyper, c'est-à-dire faire des mesures très fines et très précises, et génotyper l'ensemble des animaux. Donc ça, c'est vrai pour des caractères difficiles ou coûteux à mesurer, qu'on n'envisagerait pas de mesurer à l'échelle des 300 000 chèvres du contrôle laitier, type efficacité alimentaire, mesurer l'ingestion des chèvres, ce qu'elles mangent tous les jours, c'est difficile à envisager dans tous les élevages, des caractères de santé où il faut, soit parce que c'est coûteux à mesurer, soit parce que c'est vraiment à l'échelle individuelle qu'il faut le mesurer, on peut le cibler que sur quelques milliers d'animaux. Et là, ça marche très bien, donc je vous l'ai illustré de façon très schématique ici. Donc on peut faire l'investissement sur une population qu'on appelle, nous, de référence ou de découverte, quelques milliers d'animaux qu'on génotype entièrement, qu'on phénotype, donc on les mesure de façon précise, on est prêt à investir de façon assez massive sur ces animaux, et statistiquement, on saura faire des équations de prédiction qui nous permettront d'appliquer à toute la population, dès qu'ils feront un génotype, on aura leur index. Donc on voit qu'on sépare la partie indexation de phénotypage, même si ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre, bien sûr, la population de gauche aura possiblement aussi des index. Hein, donc ça, c'est sûr que si on a des génotypes et des phénotypes, on saura indexer. Mais on voit bien que c'est l'avantage. Vous investissez sur quelques milliers d'animaux et sur 300 000 individus, vous savez, juste à partir d'un génotype avec une puce, vous saurez dire l'index. Donc on voit vraiment l'avantage de la génomique qui n'était, ça, c'était pas du tout possible avant. Et le dernier point favorable avant de passer la parole, c'est l'idée qu'a évoquée un peu Pierre, c'est l'histoire de la puce SNP multiservice. Donc
Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on peut génotyper des boucs ou des femelles ou n'importe quel caprin avec cette fameuse puce ASNP. On le fait surtout pour l'indexation, pour estimer la valeur génomique, la valeur génétique des animaux. Mais en fait, sur cette même puce, elle peut être utilisée à bien d'autres effets. Donc, on a des gènes d'intérêt. Donc, en plus de l'index, on peut avoir le statut génétique sur la résistance à la tremblante. Des GAT1, c'est une mutation qui joue sur le TB. La caséine alpha S5, vous connaissez, qui joue sur le TP. On a le gène sans corne, on a les PAMPI et on a un caractère coureuse pour les SANEN. Et donc ça, c'est que le début, parce que ça va aller crescendo. Dès qu'on va découvrir des gènes côté UMT, on va pouvoir les mettre sur cette puce et donc avoir, dès qu'un animal sera génotypé, il aura cette info. Et notamment, donc on va l'évoquer aussi plus tard dans la journée, les anomalies génétiques. C'est possible de faire du contrôle de filiation, donc vérifier qu'un animal est bien le descendant de ce père-là ou de cette mère-là. Encore mieux, c'est d'assignation de parenté. Donc là, c'est qu'on ne fait pas simplement que vérifier, mais on s'est retrouvé parmi un ensemble de boucs possibles quel est le père de cette chevrette. Donc quand on fait des lots de lutte en mettant plusieurs boucs, on sait dire, à partir de la puce, qui est le père. Et on sait aussi, on est en train de les développer, donc calculer des critères de diversité génétique, type consanguinité, ou est-ce que cet individu est de race pure ou n'est pas de race pure, à partir de cette puce. Donc on voit que c'est, à l'avenir, quand même, la génomique nous laisse, il n'y aura pas seulement que d'annexation, il y aura tout un tas d'autres cartes à jouer et qui peuvent être intéressantes. Donc là, il faut donner la main à Virginie, ou alors je lui passe les diapos comme tu préfères, Virginie. Merci Isabelle. Je ne sais pas si... Oui, ou passe les diapos si tu veux. Virginie, tu l'indiques à Isabelle. Faites juste attention au temps, parce que je vois que le temps tourne simplement, s'il vous plaît. Virginie, il faut que tu ouvres le son. Tu peux pas parler? Non. Oui, c'est bon, ça y est. On t'entend. Ah. Donc bonjour à tous. Donc je vais prendre la suite d'Isabelle. Donc moi je vais vous parler maintenant de la génomique pour les aspects sanitaires. Et je vais prendre comme exemple la paratuberculose en bovin. Alors la paratuberculose, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez peut-être. Donc c'est une maladie infectieuse causée par une mycobactérie, Mycobacterium avium paratuberculosis, qu'on appelle aussi MAP, et qui va toucher l'intestin des vaches. Les symptômes, ce sont des diarrhées, la perte de production, un amaigrissement de l'animal qui peut généralement entraîner la mort. Alors la particularité de cette maladie, c'est que les animaux vont être contaminés très jeunes, donc dans les premiers mois de leur vie, même éventuellement en fin de gestation, donc ils sont contaminés par le colostrum ou par la mise en présence de fesses infectées. Donc, ils vont être contaminés jeunes, mais par contre, la durée d'incubation va être très longue. C'est-à-dire que les premiers symptômes vont apparaître à partir de 2 ans et en moyenne entre 2 et 6 ans. Donc, ça complexifie un peu la prise en charge de cette pathologie. Alors, il y avait de la prévention, il y avait des mesures sanitaires qui avaient été mises en place par les GDS. Mais en fait, lorsqu'un cas apparaissait dans un élevage, étant donné que la contamination était ancienne, on avait du mal à présager le statut sanitaire de l'élevage au moment où l'animal tombait malade. Donc, c'était difficile à prendre en charge. D'autre part, les tests de détection, qui sont des tests d'ELISA ou PCR, manquaient de sensibilité et de spécificité, donc c'était encore plus difficile. Cette maladie est incurable, il n'y a pas de traitement. Mais le point positif, c'est qu'il existe une composante génétique à la résistance sensibilité à la paratuberculose. Et donc, ils ont orienté leur travail sur cet aspect-là. Alors, il y a eu une collaboration qui a démarré pour essayer d'analyser le déterminisme génétique de la résistance à la bactérie. Donc, ça s'est fait en race Holstein et en race normande. La toute première chose qui a été faite, c'était de monter un projet qui s'appelait Paradigme, qui a été financé par APISGEN et par GDS France. Et en parallèle, il y a eu un programme INRAE-GISA qui s'appelait Pixar. Donc ça, c'était les années 2014 à 2016. Et donc, l'objectif, c'était de recueillir des données et de démarrer l'analyse du déterminisme génétique
pour la résistance à la bactérie. Ensuite, après ce projet et ce programme, les données ont continué à remonter grâce au GDS du Grand Ouest, donc ça c'était dans les années 2020, de façon à avoir un échantillon un petit peu plus conséquent pour travailler. Donc ils ont essayé d'élaborer en fait une nouvelle stratégie de maîtrise de l'infection, basée cette fois sur la sélection génomique. Et donc c'est ce que je vais vous présenter ici en Ras-Holstein. Alors, il y a eu différentes étapes pour travailler sur ce sujet. Tout d'abord, la collecte des phénotypes, bien évidemment, hein, c'était la base pour pouvoir démarrer. Ensuite, la constitution d'une population de référence. Isabelle en a parlé, on y reviendra. Ils ont aussi estimé les paramètres génétiques, en particulier l'héritabilité, pour savoir si on avait une part génétique dans la transmission de ce caractère. Ils ont essayé de rechercher s'il y avait certaines régions du génome qui pouvaient avoir un lien avec la résistance ou la sensibilité à la paratuberculose. Et enfin, ils ont mis en place une sélection génomique pour la résistance ou la sensibilité à la paratuberculose. Alors, concernant la collecte des phénotypes, grâce au GDS, il y a pu y avoir une remontée des statuts MAP des vaches depuis 2015. Donc là, il y avait plusieurs possibilités. Soit l'animal était non atteint, soit l'animal était atteint et il y avait des cas non cliniques, c'est-à-dire que l'animal pouvait excréter la bactérie mais ne pas avoir de symptômes, et des cas cliniques pour lesquels les animaux étaient infectés et présentaient des symptômes. Ce qui est important, c'est que c'était des données individuelles, c'est-à-dire qu'en face de chaque numéro de vache, eh bien, on avait le statut, donc ça c'était très important, et il y avait aussi l'information troupeau pour savoir d'où venait l'animal, bien évidemment. Concernant la population, la constitution de la population de référence, ben, au départ, donc ils sont partis sur un effectif total d'animaux avec phénotype, c'est-à-dire avec le statut MAP, qui était quand même assez conséquent. Il y avait plus de 247 000 vaches avec le statut, dont un peu plus de 19 000 cas cliniques et non cliniques, donc ce qui représentait à peu près 8%. Mais en fait, la totalité de cette information n'a pas pu être utilisée. Il a fallu appliquer des filtres. Tout d'abord sur l'âge des animaux, puisque je vous ai dit que la maladie apparaissait tardivement dans la vie de l'animal. Donc, si le statut de l'animal était dans le début de sa vie, il n'était pas suffisamment précis pour prédire ce qui pouvait se passer dans le reste de la vie de l'animal. Donc, ils ont mis une sélection sur l'âge à 24 mois minimum pour les animaux pour lesquels on avait un statut positif, c'est-à-dire infecté. Ah, il y a quelqu'un qui m'a changé le... Si tu as la main, j'ai plus le... Il y a quelqu'un qui m'a changé le... Voilà. Si. Et donc, ils ont mis une sélection sur l'âge pour les non-infectés, qui étaient à 36 mois, parce qu'il fallait au moins attendre 36 mois pour être sûr que l'animal n'allait pas être infecté. Je ne suis plus en mode diaporama, je poursuis quand même. Il y a une autre sélection qui a été faite cette fois sur les élevages, c'est-à-dire que pour qu'un élevage soit pris en compte, il fallait qu'il y ait au minimum une vache infectée et une vache non infectée, née la même année dans cet élevage. Parce qu'en fait, si on a un animal infecté tout seul dans un élevage, on a du mal à le comparer, on a du mal à savoir si le fait qu'il soit infecté est plutôt dû à la génétique ou plutôt à l'environnement. Donc, on avait besoin en fait d'avoir des animaux du même âge dans le même élevage qui, par exemple, n'étaient pas infectés. J'arrive plus à passer maintenant. Je ne peux plus passer ma diapo. Geneviève, c'est toi qui as la main? Il y a quelqu'un qui a pris la main parce que je vois une souris qui se promène sur l'écran. Non, c'est j'ai juste bougé ma souris pour voir s'il y avait des questions. Et du coup, évidemment, je prends la main sur toi, mais je ne bouge plus la souris et j'enlève mon micro. Mais semble-t-il, elle n'arrive pas à passer les diapos, Geneviève. Non, je suis bloquée là. Ou alors quelqu'un me passe les diapos. Bah, toi, essaye, Geneviève. Normalement, tu devrais pouvoir y arriver, rien n'a changé. Voilà, c'est bon. Ah, ça part trop vite, du coup. Je reviens en arrière.
Ouais, il y a un petit delta. Ouais. Bon, je suis désolée. Et c'est toi qui as changé la diapo ou c'est Geneviève? Voilà, je pense que c'est moi, mais voilà, le problème c'est que comme il y a un temps de retard, j'ai beau. Voilà, on va y arriver. Alors, je reprends sur la constitution de la population de référence. Donc, Isabelle vous en a parlé, hein, cette constitution de référence, c'est un groupe d'animaux pour lesquels on va avoir à la fois le génotype et le phénotype, la performance ou le phénotype, ou le statut MAP dans notre cas. Et on va appliquer, enfin, avec cette population, on va établir des équations de prédiction qu'on va pouvoir appliquer aux animaux de la population qui vont être génotypés, afin de leur prédire un index. Donc, cette population de référence, dans le cas de la paratuberculose, en race Holstein, elle était de 4000 vaches et quelques centaines de taureaux testés sur descendance, c'est-à-dire qu'en fait, on connaissait le statut de leur fille. Voilà, donc 4000 vaches, ça peut paraître beaucoup. Après, nous, en caprin, sur les mâles, je crois qu'on a dépassé sur les jeunes boucs, on a dépassé les 3000 et on est encore plus élevé si on prend en compte les femelles. J'attends la diapositive suivante. Voilà. Alors, dans ce travail, il y a eu une estimation des paramètres génétiques afin de savoir si il y avait une base génétique pour la résistance à la paratuberculose. Bon, ça, ils le savaient déjà, mais c'est aussi pour savoir l'importance de cette part génétique dans la transmission du caractère. Donc, l'héritabilité, elle a été estimée à 14%. Elle varie entre 0 et 1, l'héritabilité. Donc, c'est tout à fait dans la gamme de valeurs qui avait été trouvée dans la littérature. Ça peut paraître faible, mais bon, comme l'a montré Isabelle, avec la sélection génomique, même sur des héritabilités relativement faibles, on peut quand même faire du progrès génétique. Une autre partie de ce travail, ça a été la recherche de régions du génome qui pouvaient potentiellement avoir un lien avec la résistance à la paratuberculose. Donc, vous avez ici un schéma. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle une détection de QTL. Avec, vous avez représenté en fait le génome en race Holstein et vous voyez 3 petits pics en fait sur le chromosome 12, le chromosome 13 et le chromosome 23 qui correspondent à 3 régions du génome qui vont être impliquées dans la résistance à la paratuberculose. Alors ces 3 régions, elles expliquent en gros 20% de la variance phénotypique de la résistance. Donc c'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour pouvoir travailler uniquement sur ces 3 zones. Alors, ils ont continué quand même en parallèle à étudier le génome et ils ont pu mettre en évidence 3 gènes candidats qui étaient associés à la fois avec des maladies intestinales et aussi des mécanismes de réponse immunitaire. Alors, en parallèle de ça, ils ont mis en place donc cette fameuse sélection génomique pour la résistance à la paratuberculose. Alors, Isabelle vous a parlé de CD, c'est-à-dire de la confiance que l'on pouvait accorder aux index. Là, ils ont estimé ce CD à 0,55 sur la population de validation. Ça, c'est la précision qu'on a lorsqu'on estime un index à partir d'un génotypage sur la population, sur des animaux qui ne sont pas phénotypés, pour lesquels on n'a que le génotype. Alors, 0,55, c'est ce qu'on a en caprin sur les jeunes boucs. C'est la précision qu'on a sur les index sur les jeunes boucs génotypés, mais sur des caractères pour lesquels on a des héritabilités un peu plus fortes, comme la production laitière. Alors ça leur a paru un petit peu faible pour pouvoir diffuser des index en tant que tels, c'est-à-dire des chiffres. Donc, ils ont préféré définir des statuts pour les animaux. Donc, il y a 3 statuts pour les taureaux, le statut sensible pour lesquels les animaux sont éliminés, le statut standard et le statut résistant. Concernant les vaches génotypées, même chose, ils ont défini un statut allant de très sensible à résistant. Vous avez ici représenté le risque relatif d'être infecté par la tuberculose en fonction de l'index génomique. Donc en abscisse, vous avez l'index génomique d'une vache génotypée, par exemple, et en ordonnée, vous avez le risque relatif d'être infecté. Et alors, on voit très bien, si on a un risque de 1 pour un index égal à 0, on voit très bien que des animaux qui ont un index faible, inférieur ou égal à -1, ont entre 3 et 5 fois et demi plus de chances d'être infectés que ceux qui ont un index à 0. Ceux qui ont un index très positif, eh ben vous voyez, enfin très élevé, on va dire, vous voyez que le risque est proche de 0, il est quasiment négligeable. Donc malgré cette précision qui paraît pas très élevée, finalement, on voit que ça marche relativement bien.
Je vous avais mis cette diapo simplement pour voir un petit peu la chronologie, mais je passe rapidement. Donc, les toutes premières équations de prédiction génomique, elles ont été établies en 2018. Et 2 ans après, ils ont pu mettre en place une évaluation génomique pilote. Et là, ils en sont à l'évaluation génomique de routine, prévue en 2022, et ils pensent déjà à étendre à d'autres races, en particulier la normande, pour laquelle le travail avait déjà été initié. Donc, en conclusion, on peut dire que c'est une collaboration qui a permis d'aboutir à un bon résultat, en fait, puisqu'ils ont réussi à diffuser des indicateurs génomiques de résistance à la paratuberculose. Donc, c'est une collaboration donc, entre les GDS, l'INRA. Ce qui a été important, c'était qu'il y a eu une grande quantité de données collectées sur le terrain, avec une forte implication des GDS. La remontée des données individuelles à l'animal, ça c'est important. Tout au long de ce travail, il y a eu des réunions régulières avec présentation des résultats, ce qui a quand même contribué à la motivation des différents acteurs. Et puis, il y a eu aussi la consolidation de la population de référence avec l'apport de nouvelles données, puisqu'au départ, la population de référence, elle était beaucoup plus petite que ça. Hein. Je crois qu'ils étaient à 1600 vaches en Holstein. Et au fur et à mesure de l'apport de nouvelles données, eh bien, ils ont pu augmenter leur population de référence et donc augmenter la précision de leurs estimations. Et enfin, simplement pour terminer, en bovin, il n'y a pas que la paratuberculose pour laquelle il y a une évaluation génomique, mais il y a tout un tas de caractères de santé qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation ou alors qui sont en cours d'étude. En particulier, donc, la résistance aux mammites, qui est la plus ancienne. Il y a une évaluation génomique sur l'acétonémie en race Holstein et normande, sur les lésions podales aussi. Et puis, il y a des caractères en cours d'étude. Alors, ils étudient les carnets sanitaires et donc, il y a toute une série de maladies pour lesquelles ils commencent à avoir des résultats, la métrite, la fièvre de lait, le retournement de Cayette, par exemple. Et ils travaillent aussi sur la résistance au parasitisme gastro-intestinal. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention et je ne sais pas si on a le temps pour les questions. Bah, merci beaucoup Isabelle et Virginie, c'est très intéressant. Et on a une question effectivement, je ne sais pas si vous la voyez toutes les deux, pour accélérer les indexations, pourquoi ne pas autoriser la génomie des boucs de ferme? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Notamment pour les boucs d'accouplement programmé non retenus, leurs index sont connus et non accessibles aux éleveurs. Est-ce qu'il y en a une ou un de vous qui voudrait répondre? Je pense que c'est plus à Pierre. Oui. Ça va être pour moi. Hein. On travaille et Apolline qui va présenter des choses travaille dessus. Aujourd'hui, pour ouvrir la génomique aux reproducteurs au sens large hein, de ferme, il nous faut un outil qui est automatisé parce que les accouplements programmés aujourd'hui, c'est géré par Capgen, donc à la fois collecte de la donnée, ensuite toute la partie consolidation des données pour envoi au labo, suivi des échantillons. Donc aujourd'hui, on arrive à le faire dans le cadre des accouplements programmés, on ne pourra pas le faire si on ouvre un service. Donc le service, on l'a en tête, on souhaite l'ouvrir aux éleveurs, mais il faut qu'on arrive à automatiser et qu'on ait des outils de suivi des échantillons. Et Apolline, qui travaille à Capgen depuis 2 ans, travaille justement sur l'automatisation des outils. Alors d'abord, il a fallu automatiser la chaîne d'indexation avec Valogène parce que entre le temps où on prélève et le moment où on a l'index, au début, il nous fallait plus de 2 mois. Là, on commence à être sur des durées d'1 mois et demi. Donc, on a un défi logistique qu'il faut relever pour ouvrir le service. C'est en cours et dès que l'outil est prêt, qui est testé, les boucs et les femelles pourront avoir une évaluation génomique. Après, la façon dont on rendra les résultats doit permettre de pouvoir repérer les animaux en tant que tels. Par contre, pour les éleveurs en accouplement programmé, les animaux qu'on ne retient pas, l'éleveur, il a des informations hein, concernant la valeur génétique de son bouc, il a les orientations, il a comment il se trouve par rapport à ses parents. Donc, ça lui permet de pouvoir utiliser ce bouc en tant que tel. Donc, en gros, c'est d'abord un défi logistique. Merci Pierre pour cette réponse. Je vois pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y aurait éventuellement une question.
c'est très intéressant, en tous les cas, on voit les potentialités de cet outil-là. Et ce qui se fait sur les bovins,